Si on prenait le temps, c'est sur CNews. Nous sommes en direct pendant 1 heure avec un invité pour commenter l'actualité. Il s'agit aujourd'hui de Guillaume Larrivé. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes secrétaire général délégué des Républicains, député de Lyon, formation d'avocat à la Cour, détaché du Conseil d'État. Vous avez été conseiller juridique de Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur, mais aussi à l'Élysée. Vous avez été co-rapporteur de la fameuse commission d'enquête Benalla. Et puis, nous allons parler ensemble aujourd'hui de ce remaniement, votre regard, comment se portent les Républicains aujourd'hui. On va parler aussi de l'Europe, on va parler du volet sécurité, puisqu'on a vu que le ministre de l'Intérieur est déjà sur le terrain. On parle de tous ces sujets d'actualité avec Guillaume Larrivé dans un instant sur CNews, si on prenait le temps. Si on prenait le temps, 1 heure avec Guillaume Larrivé, secrétaire général délégué des Républicains. Merci beaucoup d'être là. Première question, avant tout, ça y est, jour de remaniement. Est-ce que ça veut dire que l'affaire Benalla, elle est tournée? Christophe Castaner, il n'a plus le même titre, il n'est plus patron de La République En Marche. Fini l'affaire Benalla? Cette affaire Benalla, on en a beaucoup parlé cet été. La vérité, c'est que c'est un peu fini en queue de poisson. Il n'y a pas eu de conclusion de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, pour la raison dont on se souvient. On m'avait empêché de mener les auditions que je voulais conduire. On a une commission d'enquête au Sénat qui doit encore produire des résultats. Et au-delà de ça, il y a des conséquences institutionnelles. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qu'a révélé cette affaire Benalla, c'est un système de pouvoir, où une petite bande, un petit clan, autour du président de la République, Emmanuel Macron, s'est au fond emparé des différents leviers de l'État. Et la vraie conséquence de l'affaire Benalla, pour répondre à votre question, c'est de savoir si oui ou non, dans quelques semaines, dans quelques mois, Emmanuel Macron sera capable d'imposer sa modification de la Constitution pour avoir encore plus de pouvoir personnel. C'est ça le vrai sujet. Il s'exprime ce soir, on verra, ça fait longtemps, depuis l'affaire Benalla qu'on n'a pas entendu. Le chef de l'État s'exprime ce soir, on verra. Mais là, justement, le fait qu'on ait un nouveau souffle, là, apparemment, vous pensez que ça fera oublier ce dossier? Quel nouveau souffle? Je suis pas sûr. Que je vous pose. Bien sûr, je ne suis pas sûr qu'il y ait un nouveau souffle. Non, je crois qu'on a assisté ces 15 derniers jours à un flottement au sommet de l'État. Plus qu'un nouveau souffle, un flottement. Un flottement, beaucoup de tergiversations, beaucoup d'hésitations, pour un résultat qui est assez attendu finalement. Parce que quand on regarde la composition de ce gouvernement, et je le dis vraiment sans parti pris et sans polémique, quand on regarde la composition du gouvernement, on voit quoi? On voit quelques politiciens opportunistes qui ont tourné leur veste, qui entrent au gouvernement. Vous y allez fort, là, opportuniste. Non, mais c'est vrai. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais allons-y. On va en reparler. Voilà, tel ministre qui était président du groupe socialiste il y a encore quelques mois, Didier Guillaume, opposant de M. Macron, qui entre au gouvernement. Pour vous, c'est un opportuniste? Bon, oui, bien sûr. Ce sont des gens qui n'ont pas vraiment d'idées en réalité, qui retournent leur veste pour avoir un Marocain ministériel. Donc quelques politiciens de profession, plutôt opportunistes, et puis quelques hauts fonctionnaires qui sont respectables, mais qui sont d'abord des techniciens en réalité. Voilà, c'est un mélange au fond. Les gouvernements Macron, mélange de politiciens carriéristes et de technocrates conformistes. C'est un peu ça. Tout à l'heure, on va regarder un sujet sur le remaniement, mais là, on va écouter Édouard Philippe tout à l'heure à l'Assemblée nationale, où vous étiez juste avant de venir. Vous avez assisté à cette réponse, où il a dit que non, nous ne changeons pas de cap. On écoute le Premier ministre. Non, Madame la députée, nous ne changeons pas de cap. Le cap, il a été tracé par le président de la République et les engagements, ils ont été pris devant les Français. Et notre objectif, avec les membres du gouvernement, concentrés à leur tâche, c'est de faire en sorte que nous puissions tenir les engagements qui ont été pris par le président de la République. Autrement dit, Madame la députée, il n'y a rien de surprenant. Au contraire, nous allons continuer et persévérer. Nous allons continuer et persévérer. En tout cas, passation de pouvoir rapide. Tout le monde est déjà au travail. Ça y est, le remaniement il a eu lieu. 8 nouveaux ministres, 4 départs. On regarde un petit peu le sujet et puis on en parle après. Christophe Castaner en rêvait, il l'a eu. Fidèle parmi les fidèles d'Emmanuel Macron, l'ancien secrétaire d'État aux relations avec le Parlement obtient le ministère de l'Intérieur. À ses côtés, Laurent Nunez, ancien directeur de la DGSI, est nommé secrétaire d'État. À l'agriculture, le sénateur de la Drôme et ancien socialiste Didier Guillaume remplace Stéphane Travert, qui quitte le gouvernement. Issue du MoDem, Jacqueline Gourault, elle, reste et obtient un grand ministère de la cohésion des territoires en remplacement de Jacques Mézard.
Elle sera secondée par Sébastien Lecornu, chargé des collectivités territoriales, et Julien Denormandie, chargé de la ville et du logement. Le MoDem obtient 2 ministères pleins, avec également la nomination de Marc Fesneau. L'ancien chef de file des députés centristes à l'Assemblée succède à Christophe Castaner comme ministre chargé des relations avec le Parlement. À la culture pour remplacer Françoise Nyssen, fragilisée par l'enquête sur les travaux d'agrandissement de sa maison d'édition Actes Sud, le député constructif Franck Riester, ancien des Républicains. Jean-Michel Blanquer, lui, hérite d'un super ministère à l'éducation et à la jeunesse, secondé entre autres par Gabriel Attal. Le député LREM de 29 ans est nommé secrétaire d'État chargé de la jeunesse et de la mise en place du service national universel. Dirigeante d'entreprise et ancienne haute fonctionnaire, Agnès Pannier-Runacher remplace Delphine Génie-Stéphane au secrétariat d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Enfin, pour succéder à Sébastien Lecornu, chargé des collectivités territoriales, Emmanuelle Wargon, ancienne cadre chez Danone, est nommée secrétaire d'État auprès de François de Rugy, le ministre de la Transition écologique et solidaire. Voilà pour l'essentiel du remaniement avec Guillemette Allard. Alors là, on a vu que Emmanuel Macron, il avait promis 15 ministres. On est à une quarantaine de ministres. Qu'est-ce que ça dit, ce remaniement, finalement? Impossible de faire un gouvernement resserré? Ça dit d'abord que Emmanuel Macron ne fait pas ce qu'il dit, précisément. Je me souviens très bien, c'était sur le plateau d'une chaîne de télévision, le candidat Macron disant moi c'est le nouveau monde, la rupture, les nouvelles pratiques, il y aura 15 ministres, pas un de plus. On est effectivement à un chiffre plus de 2 fois supérieur, une quarantaine de membres du gouvernement. Première remarque. Deuxième remarque, ces questions de formation du gouvernement, ça passionne à juste titre le monde politique et les observateurs, de manière tout à fait légitime. Mais le vrai sujet, et d'ailleurs Édouard Philippe l'a dit tout à l'heure à l'Assemblée, c'est qu'il n'y a pas de changement de politique. Sur le fond, pas de changement de cap. Que ce soit cette équipe gouvernementale ou une autre, c'est évidemment la même politique. Pourquoi? C'est peut-être une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il veut garder son cap. En tout cas, on est dans un système qui est un système présidentialiste. Emmanuel Macron, naturellement, conduit la politique d'Emmanuel Macron. Et à certains égards, je pense même que ces vrais ministres ne sont pas ceux qu'on nous présente. Je développe cette idée une seconde. Au sens de Machiavel, au sens le plus profond, un ministre, c'est celui qui partage les charges de l'État, qui a la confiance du prince. Bon. Et en fait, les vrais ministres d'Emmanuel Macron, ce sont les 2 ou 3 très proches collaborateurs, très proches conseillers de l'Élysée. Christophe Vous en connaissez les noms? Oui. Non, les conseillers de l'Élysée. Les conseillers, d'accord. Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, Ismaël Emelien, le conseiller spécial du président. Ce sont eux les ministres. Stéphane Séjourné, le conseiller politique. Voilà, il y a 3-4 vrais ministres au sens plein qui ont vraiment la confiance du président de la République, qui partage avec lui la charge de l'État. Et les autres, au fond, sont soit des directeur d'administration. C'est pour ça qu'il a souvent recours, Emmanuel Macron, à des hauts fonctionnaires pour être secrétaire d'État, ministre délégué. En réalité, ce sont plutôt des directeurs d'administration, ou bien des politiciens qui, eux, sont plutôt là pour, en réalité, répondre à une sorte de logique d'équilibre politique pour traiter les uns et les autres. Mais c'est un peu un gouvernement d'apparence. C'est vraiment ce qui m'a frappé depuis bientôt 18 mois. Et je crois que cette nouvelle équipe est complètement, de ce point de vue-là, dans la continuité de la précédente. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est dans le gouvernement d'apparence, puisque on n'est plus dans le glamour, on est dans le sérieux. Il n'y a plus Nicolas Hulot et Laura Flessel. Maintenant, on a des politiques, justement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, soyons très concrets, un ministre, aujourd'hui d'Emmanuel Macron, quand il était à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle, il ne dit jamais oui ou non à une proposition d'un député, ce qu'on appelle un amendement, sans avoir, en réalité, pris ses ordres à l'Élysée. Et c'est nouveau, ça, ou bien ça a toujours été le cas ? De mon point de vue, c'est extrêmement accentué. Je lisais ce week-end un livre passionnant, j'en fais la publicité en passant, la biographie de Valéry Giscard d'Estaing par Éric Roussel. On rappelle que vous êtes quand même giscardien. Non, j'avais... Passage, non, je suis né en 77. Enfin, non, mais je donne juste cet exemple-là pour montrer, pardon de le dire, un peu parfois la baisse de niveau quand même. Bon. Quand Giscard est ministre du général de Gaulle, il est ministre des Finances, il conduit une politique. Le général de Gaulle lui fixe un grand objectif, en l'occurrence c'est l'équilibre des finances publiques. Et ensuite le ministre a une politique, il la définit, il l'assume. Aujourd'hui on n'est plus là-dedans et les Français d'ailleurs en sont bien conscients. C'est pour ça, Christine Kelly, d'ailleurs, que la question du remaniement n'a pas passionné les Français. Moi j'en suis tout à fait conscient. Sur le terrain dans l'Yonne, ce n'était pas la question qui revenait. Les Français, ils ont parfaitement compris que ça ne se joue
pas là. Ça se joue dans les choix fondamentaux de l'Élysée. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de changement, ni sur l'immigration, ni sur la sécurité, ni sur les impôts, ni sur l'économie, ni sur le chômage. Ce gouvernement-là, c'est le même que le gouvernement précédent, évidemment. Il y a un coup de barre à gauche qui a été donné avec Didier Guillaume, que vous avez qualifié d'opportuniste tout à l'heure, ou bien un coup de barre à droite avec Franck Riester, que vous connaissez ? Je ne crois pas. Alors d'abord, j'appelle votre attention sur un détail de navigation. Quand vous donnez un coup de barre à droite dans un bateau, il va vers la gauche, et réciproquement. Donc c'est quand même un point que je me permets de signaler. Non, plus sérieusement, je crois vraiment que ça n'a pas de conséquences politiques immédiates. Vous citez le nouveau ministre de la Culture. Bon, il y a quelques années, il était un des lieutenants d'un des hommes politiques les plus à droite de l'époque, qui était en l'occurrence Jean-François Copé. C'était un des lieutenants de Jean-François Copé, c'est ce qu'on appelait la droite décomplexée. C'était une droite très à droite. Bon, voilà. Ensuite, il s'est repositionné. Tout ça n'a aucune importance. Ce sont des gens qui ne pensent rien sur rien. Je le dis de manière tout à fait claire. Franck Riester, c'est quelqu'un qui ne pense rien sur rien. Qui se laisse un peu. Non, mais il a sans doute porté par les opportunités. Oui, je pense que ce ne sont pas des gens qui ont une colonne vertébrale. Voilà, c'est un jeu politique, voilà, mais je ne décide pas de porter des attaques personnelles en disant cela. Je constate juste qu'il n'y a pas d'identité politique, de conviction. Et il y en a eu d'autres. Prenez Bruno Le Maire. Je me rappelle, Bruno Le Maire, il y a 2 ans, il fait une campagne, c'était le moment de la primaire de la droite, et il dit, au plan économique, ma mesure numéro 1, ça sera de baisser la CSG. Quelques mois plus tard, il est ministre à Bercy, et il augmente la CSG. Vous voyez, ce que je veux dire, ce sont des gens qui n'ont pas de conviction, qui n'ont pas de valeur, qui sont là parce qu'ils cherchent un Marocain. Et moi, je préfère beaucoup les gens de conviction, qu'ils soient de gauche, de droite. Mais qui gardent leurs convictions. Voilà, qui ont des convictions, parce qu'on s'engage dans la vie politique avec beaucoup de temps, d'énergie, je crois. Il faut qu'on s'engage au service de Français, mais aussi au service d'idées. Il ne faut pas changer de conviction tous les 4 matins juste pour avoir un poste. Vous avez parlé de Franck Riester, on va regarder son portrait avec Sophie Gauthier. Sur Twitter, il se présente en premier comme chef d'entreprise. Pourtant, Franck Riester, le nouveau ministre de la Culture, est d'abord un homme politique. Député de Seine-et-Marne depuis 2007, comme Jean-François Copé dont il a été proche, Franck Riester finit par prendre ses distances avec la droite sarkozyste. En octobre 2017, il est exclu des Républicains. Derrière tout ça, il y a une purge politique pour s'assurer qu'il n'y ait pas une tête qui dépasse, pour imposer une ligne à la droite républicaine qui est une ligne plutôt d'extrême droite que la ligne issue de l'UMP. Il fonde Agir, un parti de centre-droit, Macron compatible et parrainé par Alain Juppé. À l'Assemblée nationale, il siège aux côtés des UDI et des indépendants. Âgé de 44 ans, Franck Riester est un spécialiste des questions audiovisuelles. Il a notamment été le rapporteur des projets de loi Hadopi 1 et 2 sur la propriété intellectuelle. Un atout alors qu'une réforme de l'audiovisuel est prévue pour 2019. En 2011, il révèle son homosexualité et est l'un des 2 seuls députés UMP à voter en faveur du mariage pour tous. C'est dire à tous les citoyens de la République que quelle que soit leur orientation sexuelle, ils ont les mêmes droits et la même possibilité, par exemple, de reconnaître leur amour devant la République. Au ministère, d'autres chantiers l'attendent, comme la réforme du système de distribution de la presse ou encore la mise en place du pass culture. Alors, on continue un peu à revoir avec vous, Guillaume Larrivé, justement les portraits, les profils. Christophe Castaner, il a hérité maintenant du poste du ministre de l'Intérieur, mais il n'est plus ministre d'État. Il est numéro 11 au niveau protocolaire. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça évoque? En plus, il a un secrétaire d'État. Bon. Objectivement, il y a plutôt une sorte de rétrécissement de la place Beauvau avec ce remaniement. C'est un ministère que je connais bien. J'y ai servi comme directeur de cabinet adjoint du ministre Nicolas Sarkozy à l'époque, Brice Hortefeux, entre 2009 et 2011, un peu plus jeune avant comme conseiller juridique, mais j'ai quasiment passé 7 ans au ministère de l'Intérieur, en réalité, au total 6-7 ans. Et voilà, je connais un petit peu cette administration. C'est une administration qui a besoin d'abord d'être commandée. Et de ce point de vue-là, il était urgentissime, naturellement, qu'il y ait un ministre après 15 jours. Qui est un patron. Bon. Ce que je crois, c'est qu'il a la confiance, évidemment, du président de la République. C'était le président du parti majoritaire. Oui. Voilà. Bon, ça va d'abord être le ministre du redécoupage électoral, soyons lucides. Je crois que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de nommer le chef du parti majoritaire, complètement aux ordres d'Emmanuel Macron, pour d'abord redécouper les circonscriptions des députés. Ça va être un ministre extrêmement politique.
Voilà, il est député, moi je le connais, il a été élu comme moi en 2012. Pendant 5 ans, c'était un député très socialiste, hein, très soutien de François Hollande, plutôt que backbencher, comme on dit, c'est-à-dire plutôt au fond de la classe, faisant pas trop parler de lui. Je crois qu'en 6 ans, je ne l'ai jamais entendu s'exprimer sur les questions de sécurité, les questions d'immigration, les questions de laïcité, les questions dont il a aujourd'hui la responsabilité. Pourtant, c'était quand même un rêve pour lui d'être ministre de l'Intérieur. Ah, mais ça, je suis sûr qu'il rêvait de la place. Mais bon, il va falloir qu'il ouvre un peu les dossiers, qu'il s'y mette un peu, quoi. Mais je pense qu'il va bénéficier d'une formation accélérée. En tout cas, je l'espère pour notre pays. En tout cas, là, il a déjà été sur le terrain. C'est pas un compliment, comme vous avez saisi. Absolument. J'ai bien saisi. Voilà. On va aller sur le terrain avec lui tout à l'heure, dans la deuxième partie. Marc Fesneau, 47 ans, MoDem, ministre des Relations avec le Parlement. On se rappelle de lui, il avait quand même eu 86 voix à l'Assemblée nationale. Vous qui êtes député, lorsqu'il a brigué la présidence de l'Assemblée nationale, il est le rapporteur du projet sur la révision de la Constitution. Ça veut dire qu'il aura un rôle important, lui, en janvier, lorsqu'on va reparler justement de cette Constitution. Pour le coup, Christine Kelly, c'est pas moi de distribuer les bons et les mauvais points, mais pour le coup... quand même un peu aujourd'hui, oui. Aujourd'hui un peu, mais pour le coup, il semble parfaitement à sa place. Voilà. Oui. D'accord, il est à sa place. Non, mais parce qu'il est devenu député au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, en soutenant Emmanuel Macron. Tout à fait. Il est chargé des relations avec le Parlement alors qu'il était président de groupe parlementaire. Je vois pas de changement. Enfin, rien ne me paraît très surprenant. Oui. C'est une courroie de transmission entre le gouvernement et le Parlement. Pour l'un parlementaire macroniste, tout ça est assez logique. Tout à fait. Et courroie de transmission aussi avec le MoDem qui se renforce aussi. Oui, il y a cette dimension importante puisque François Bayrou est évidemment, on le sait depuis longtemps, un allié d'Emmanuel Macron. Voilà. Quelqu'un avait dit il faut payer parfois l'impôt Bayrou, la taxe Bayrou. Ça consiste en l'occurrence à lui donner des portefeuilles. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, parce qu'il y a une espèce de mélange de régime à la fois très présidentialiste et parfois un petit peu de retour à des petites tambouilles qui rappellent un peu la 4e République. Allez. Ah oui, voilà, la 4e. Un peu. Enfin, il y a une espèce de mix, bizarrement. Pourquoi Parce que... À la fois un système très présidentialiste qui n'a rien à voir avec la 4e, c'est certain, mais aussi un peu quand même une sorte d'accommodement de régime des partis. On le voit bien. Faire plaisir, distribuer un peu des portefeuilles. On sort un sénateur, par exemple, s'appelle M. Mézard, donc on fait entrer un autre sénateur qui appartient désormais au même groupe, le groupe de RDSE. Ça, c'est un peu des questions de coulisses ou de tambouilles, mais enfin, on voit bien qu'il y a ça, et notamment on voit bien que M. Bayrou, qui avait été plutôt maltraité en apparence il y a quelques semaines, a obtenu un ministère de plus. Enfin, voilà. Ça, c'est quand même vraiment des trucs internes, si j'ose dire, à la Macronie. Et ça explique ce que vous disiez tout à l'heure, Christine Kelly, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, qui s'était présenté devant les Français en disant « je vais avoir un gouvernement de 15 personnes », il se retrouve finalement avec 40 femmes et hommes, ce qui est quand même beaucoup plus que 15, même en n'étant pas mathématicien. On voit bien qu'il y a quand même une différence assez forte entre 15 et 40. Vous avez parlé de femmes et hommes, vous avez dit femmes en premier. On peut constater quand même que dans ce gouvernement, les femmes ne sont pas en première ligne. Il y en a pas mal, mais ne sont pas en première ligne. Elles sont souvent secrétaires d'État. Vous avez la garde des Sceaux, néanmoins. C'est vrai, mais ce que vous dites est tout à fait exact. Oui. Petite remarque en passant. Gabriel Attal, 29 ans, plus jeune de la Ve République. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Écoutez, tant mieux pour lui. Jeune ministre. Il doit être content. Ça veut dire que la Macronie se renforce aussi ? Non, enfin je constate, mais là aussi c'est de la gestion des ressources humaines. Il y a un certain nombre de jeunes députés En Marche, plutôt actifs au sein du parti En Marche et plutôt actifs dans l'expression publique, dans l'hémicycle comme dans les médias. Un d'entre eux est au gouvernement, tout ça paraît logique. Voilà, c'est aussi l'école du Parti socialiste. Je me rappelle, moi, Gabriel Attal, c'était un garçon qu'on voyait dans l'entourage de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. C'était un petit peu le porte-flingue, si j'ose dire, de la ministre socialiste de la Santé. Mais ils ont une capacité de reconversion, tous, qui est assez fascinante. Souvent changeant un petit peu. Non, mais quand même, voilà, il y a quand même, c'est un peu l'identité politique du macronisme. C'est quand même d'abord une coalition d'intérêts. L'identité politique du macronisme, c'est aussi ni droite ni gauche, c'est aussi d'aller piocher à droite à gauche. Donc c'est aussi de trouver des maillons faibles, peut-être pour certains, ou bien des maillons forts. Pour d'autres, pour lui, ce sont des maillons forts, pour vous, ce sont des maillons faibles. En tout cas, je constate que ce sont plutôt des personnes qui sont globalement attirées par des Marocains. Voilà. Mais je vais pas m'apesantir trop là-dessus. Ça paraît tellement évident. Il suffit de regarder. Enfin, derrière quasiment chaque nomination, vous avez une trahison. Derrière chaque nomination, vous avez une trahison d'un parti politique, une trahison d'électeurs, une trahison d'idées. Il y a quelques exceptions, mais enfin globalement, c'est un peu la marque de fabrique d'Emmanuel Macron lui-même. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, il est d'abord la créature politique
de François Hollande. François Hollande va chercher Emmanuel Macron à l'inspection des finances et dans une grande banque d'affaires. Emmanuel Macron est d'abord un haut fonctionnaire des réseaux socialistes qui va devenir ce qu'il devient parce que les Français ont choisi de l'élire. Peut-être par défaut, mais enfin ils l'ont élu. Alors, pour terminer avec le remaniement, on remarque donc que c'est un gouvernement renforcé, choix de politique, le nouveau monde qui pointe quand même un petit peu ses limites. On a vu un petit peu tout ça. On va parler un peu d'un autre fait aujourd'hui. Vous étiez à l'Assemblée nationale tout à l'heure, vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon, avec cette perquisition, il a été quand même assez virulent aujourd'hui. Perquisition au siège de la France Insoumise et à son domicile. Perquisition menée dans le cadre de 2 enquêtes parlementaires dans les soupçons d'emploi fictif au Parlement européen, aussi du financement de sa campagne. On va écouter un des extraits nombreux de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui où il a quand même été assez violent. Il y a juste une volonté de salir. Monsieur Macron est un petit personnage et sa bande de ministres de la même nature. Madame Belloubet, garde des Sceaux, vous devriez avoir honte de ce que vous êtes en train de me faire. Parce que vous m'avez connu comme votre ministre. Vous m'avez connu autrefois, il y a longtemps, comme votre ami. Ce que vous êtes en train de faire est une honte. Forcez nos locaux. Nos amis, plusieurs ont été jetés à terre. Voilà comment nous avons été traités. Et ces gens se concertaient entre eux ensuite pour dire que nous les aurions menacés ou insultés. Nous n'avons insulté ni menacé personne. Mais nous n'avons plus confiance. Nous ne sommes plus dans un État démocratique normal. Ce n'est pas normal de perquisitionner des sièges comme ça. Ce n'est pas normal de bousculer des permanents politiques. Ce n'est pas normal d'empêcher des parlementaires en écharpe de rentrer dans leurs propres locaux. On va, avant de vous faire réagir, Guillaume Larrivé, je vais vous faire écouter aussi Alexis Corbière. Peut-être une petite remarque qui vous fera réagir. On écoute Alexis Corbière et sa réaction. Quand il s'agissait de perquisitionner le domicile de monsieur Benalla, la police, comme la porte était fermée, a dit on reviendra demain. Et des documents ont disparu. Quand il s'agit de la France Insoumise, manifestement, c'est plus de 100 policiers qui débarquent ici. En empêchant, j'étais témoin, Manuel Bompard, d'utiliser son téléphone. J'ai demandé quel était le cadre légal pour ça. On nous a dit afin qu'il ne communique pas vers l'extérieur. J'ai dit mais pourquoi ce serait interdit le jour des remaniements ministériels? Tout ça n'était pas clair. Plus les bousculades qui ont lieu tout à l'heure. C'est moi personnellement qui ai calmé un des policiers en lui disant non, vous arrêtez. Ça faisait 2 fois notamment qui molestait Manuel Bompard, plus d'autres militants qui l'étranglaient. Dans des conditions, j'insiste, ce qu'il vient de vous dire. Aucun procès verbal n'a été présenté. Nous ne savons pas avec quels documents les policiers sont sortis du local. Nous ne savons rien. La personne responsable nous a dit « Je reviendrai, vous le verrez plus tard ». Guillaume Larrivé, coup de force politique? Je veux dire, moi je suis assez troublé, depuis d'ailleurs plusieurs années, du point de vue des équilibres démocratiques et des libertés, je suis assez troublé de constater que souvent l'opposition, dans sa diversité, les oppositions, font l'objet de procédures judiciaires qui sont au total assez troublantes. Alors bien sûr, au plan des principes, personne n'est au-dessus de la loi, mais personne ne doit non plus être au-dessous. Et quand même, quand vous regardez l'accumulation, Nicolas Sarkozy a fait l'objet de très nombreuses procédures qui, in fine, ont souvent abouti en réalité à ce qu'il soit lavé de tout soupçon. François Fillon a fait l'objet de procédures qui ont été extrêmement concentrés au moment du grand débat démocratique et qui, à ce stade, n'ont pas abouti. Et là, on voit Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et le MoDem pour le même sujet n'est pas inquiété pour l'instant. La présidence du Front National, maintenant le président de la France Insoumise, qui ne sont pas de mes amis politiques, mais ce n'est pas le sujet. Mais enfin voilà, ça fait quand même beaucoup de choses. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un climat assez préoccupant, peut-être d'abus de pouvoir, je pose la question, en tout cas assez préoccupant. Et tout à l'heure dans l'émission... Il n'y a pas d'indépendance pour vous du parquet? Il y a une indépendance de l'autorité judiciaire, elle est définie par la Constitution. Je pose une question et je m'interroge sur l'opportunité d'un certain nombre de procédures, y compris sur la forme. Et tout à l'heure, dans l'Assemblée nationale, lorsque j'écoutais le député Mélenchon, voilà, je me faisais cette remarque, il y a quand même une accumulation, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, des figures diverses des oppositions, de l'opposition, qui font toutes l'objet d'un certain nombre de procédures qui, au total, peuvent paraître un peu inquiétantes du point de vue des libertés des Français. Il faut que dans notre pays, même sous le règne de M. Macron, l'opposition élue par les Français, nous sommes élus nous aussi
par le suffrage universel, pour porter une voix libre, une voix indépendante à l'Assemblée nationale. Il faut que cette opposition, dans sa diversité, puisse s'exprimer sans craindre de voir en effet débarquer à l'aube, au petit matin, la police devant la porte de nos domiciles. On va d'ailleurs voir un tweet de Marine Le Pen qui soutient en fait Jean-Luc Mélenchon, c'est intéressant, avec cette pseudo-affaire des assistants parlementaires. Le pouvoir est donc en possession de tous les contenus, notes, contacts, etc., de tous les téléphones et ordinateurs sur plusieurs années des deux partis d'opposition à Emmanuel Macron, le Rassemblement national, la France insoumise. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Guillaume Larrivé, on va faire une petite pause et on revient tout à l'heure. Parlez un peu de vous, de votre vision sur l'Europe, de la sécurité dans cette deuxième partie d'émission. Si on prenait le temps, nous sommes en direct, on se retrouve dans quelques instants. Si on prenait le temps, nous sommes en direct sur CNews, il est 17h40, dernière ligne droite avec vous Guillaume Larrivé. J'aime bien poser une petite question sur le parcours, sur la personnalité. J'ai vu que vous aimez l'escrime. C'est vrai. Ah, ouais, ça vous surprend. Vous avez noté ça. Oui, non, mais vous êtes extrêmement observatrice. Non, de manière générale, je pense que la politique est un peu un sport de combat. Ben, c'est ça. Voilà, et je pratique assez peu l'escrime désormais. C'était plutôt dans mes années Sciences Po, il y a déjà assez longtemps. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal. C'est une sorte un peu d'art de vivre à la française, l'escrime. Voilà. Oui, mais j'aurais adoré me battre en duel pour de vrai, moi. C'est ce que j'ai vu. Ouais, j'ai vu ça. Et il y a quand même quelqu'un à qui vous avez dit que j'aurais aimé être en duel face à lui. C'est vrai, c'est vrai. J'ai un peu oublié son nom, mais c'est vrai. C'était un député socialiste d'Argenteuil qui m'avait mal parlé un jour sur un plateau télé. Et je lui avais proposé un duel à l'ancienne. Donc vous aimez Il avait décliné, d'ailleurs. C'est un peu interdit depuis Richelieu, je crois. Oui, c'est vrai. En revanche, vous n'avez pas le permis de conduire, ça aussi, j'ai vu ça. C'est une particularité. Vous avez dit peut-être en 2040, vous allez le passer. Oui, j'aimerais bien le moment venu. Non, au contraire, c'est hyper utile, mais bref, j'essaierai de corriger ça. Ouais. Mais vous êtes hyper renseigné, vraiment. Oui, quand même. Il faut quand même regarder la personnalité de nos invités. Et j'ai vu aussi que vous avez, là c'est plus politique, vous avez, dans une proposition de loi constitutionnelle, proposé de supprimer, de réduire d'un tiers le nombre de parlementaires. Oui. Moi, ça m'a un peu surprise quand même de votre part. Là, vous êtes complètement macroniste. Non, pas du tout. Parce que moi, je suis favorable à une réduction globale du nombre de parlementaires à condition, Christine Kelly, que ces parlementaires soient plus puissants comme un pouvoir de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire, par exemple, que moi j'aimerais qu'il y ait au Parlement un vrai office capable d'évaluer les politiques de sécurité avec quelques députés, quelques sénateurs qui seraient habilités secret défense, ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui. Vous pensez qu'en réduisant, ils seront meilleurs ? Non, mais justement, je serais favorable à une réduction si, dans le même mouvement, il y a un renforcement significatif des pouvoirs d'investigation, de contrôle, d'enquête, qui existent déjà, mais aussi de législation pour de vrai du Parlement. Autre chose, moi j'aimerais qu'on puisse mettre en cause la politique d'un ministre. Voilà, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. C'est possible. Non, il y a seulement ce qu'on appelle la motion de censure, qui est un peu la bombe atomique. C'est arrivé une fois dans l'histoire de la République en 1962. Elle est devenue has-been. Non, si vous permettez l'expression. C'est très important mais pour l'équilibre. Ça sert à rien. C'est en réalité quelque chose de totalement symbolique. Moi, j'aimerais qu'on puisse mettre en cause la politique conduite par un ministre en l'interrogeant et le cas échéant en le censurant. J'aimerais qu'on ait un vrai droit de regard sur les nominations par le président de la République dans des postes stratégiques pour l'État. Je trouve quand même, Guillaume Larrivé, si vous permettez, que vous les parlementaires, vous avez quand même le pouvoir de contrôler l'exécutif. Vous ne le faites pas suffisamment. Permettez-moi, mais franchement, je trouve qu'on ne le fait pas suffisamment. Vous avez peut-être raison, mais regardez l'exemple que vous citiez tout à l'heure, la commission d'enquête sur l'affaire Benalla cet été. J'étais donc au nom de l'opposition co-rapporteur. Mais en réalité, la logique faisait que les macronistes aux ordres de l'Élysée avaient en réalité le contrôle de cette commission. Et c'est pour ça que j'en suis parti, parce que je ne voulais pas qu'on soit instrumentalisé. C'est juste un exemple pour montrer que ce pouvoir de contrôle, libre, indépendant, vraiment, il y a des marges de progrès. Et vous êtes proche des Insoumis, non ? Parce que vous avez fait un livre Insoumission, non, ça c'est pour rigoler. Insoumission chez Plomb, réussir l'insoumission pour que vive la nation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'était un premier livre qui est sorti en 2017, de l'année 2017. Vous savez, il y avait eu un roman formidable de Michel Houellebecq qui s'appelle Soumission. Et au fond, dans ce petit essai politique que j'avais écrit, c'était la question de savoir, est-ce qu'on peut faire mentir Houellebecq ? Est-ce que le scénario de la soumission à l'islam politique, est-ce que ce scénario, il peut être déjà
jouer. Et j'essayais dans ce livre, il y a près de 2 ans maintenant, d'écrire un autre scénario, celui d'un réarmement de l'État-nation, un réarmement juridique, un réarmement moral aussi. Parce que moi, je crois dans l'avenir de la nation. Et la nation, c'est pas le nationalisme, c'est le patriotisme. Moi, je crois dans la France, dans l'histoire de France et donc dans le réarmement de l'État-nation. En parlant de l'État-nation, j'y viens tout de suite, une petite parenthèse. Votre prochain livre, c'est le coup d'État Macron. Il va sortir dans 3 semaines. Je vous pose pas de questions dessus parce qu'on n'aura pas le temps sinon. Ça sort dans 3 semaines. Merci. Mais l'Europe... Vous me réinviterez peut-être. Ah oui, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Votre vision de l'Europe, juste avant de terminer, la dernière ligne droite, vous avez une vision assez particulière de l'Europe. Vous dites l'Europe réaliste. L'euro-réalisme, c'est ça? C'est-à-dire ça veut dire des choses très simples. Je vous trouve assez proche de Marine Le Pen quand même, non? L'Europe des nations. Pas du tout. L'Europe, c'est quoi? L'Europe, c'est notre continent. Et à l'évidence, on a besoin d'agir à l'échelle du continent. Il suffit de regarder la carte. Quand vous avez les États-Unis, quand vous avez la Chine, quand vous avez le Brésil, quand vous avez l'Afrique, vous voyez bien qu'il y a des masses continentales. On a besoin d'une organisation à l'échelle du continent européen. Mais, et c'est ce qui me distingue complètement d'Emmanuel Macron, moi je crois dans la force de l'État-nation et surtout, Christine Kelly, je crois au concret. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, sur la lutte contre le terrorisme, je suis en désaccord total avec Madame Le Pen qui, à Bruxelles, a voté contre ce qu'on appelle le PNR, Passenger Name Record, qui est un outil de contrôle des données des passagers aériens pour lutter efficacement contre le terrorisme. On voit bien qu'on a besoin de contrôler les vols dans le ciel, ils sont intercontinentaux, on a besoin d'un machin, d'un truc, ça s'appelle le PNR, un outil européen. Et je suis contre Mme Le Pen quand elle est contre le PNR. Mais dans le même temps, je suis contre M. Macron quand lui, il est pour une espèce de fédéralisme sans frontières, parce que je pense qu'on a besoin de frontières. Je suis contre l'élargissement de l'Union européenne aux Balkans, alors qu'Emmanuel Macron est très ambigu sur cette question. Et ce que je vais vous dire surtout, sans être trop long, c'est qu'il faut vraiment qu'on soit dans le concret. Les postures, par exemple, Macron ou Orban sont des postures complètement inopérantes sur bien des sujets. Par exemple, sur l'élargissement, Orban, il est, lui, pour l'élargissement aux Balkans, comme Emmanuel Macron. Et donc, à certains égards, Orban et Macron, sur le dossier d'élargissement, sont des alliés. Pardon de le dire, c'est pas comme ça que M. Macron présentera les choses. Voilà, donc, en tout cas, vous êtes vraiment contre l'Europe de Macron. Oublions ces fausses postures. Moi, je suis pour l'Europe, mais surtout pour la France en Europe et pour de vraies coopérations concrètes sur les grands sujets avec d'autres États, nations européens. Un mot sur le Brexit. Demain, sommet à Bruxelles, le 17 et le 18 octobre. Pas d'accord. Qu'est-ce que ça dit sur l'Europe de demain? Je pense qu'il est absolument nécessaire qu'on ait un partenariat avec la Grande-Bretagne pour des raisons très concrètes. Exemple, le Royaume-Uni aujourd'hui, c'est la 2e armée européenne. On ne va pas s'en passer. Il faut évidemment continuer à avoir une coopération entre l'armée française et l'armée britannique. On en a besoin, c'est très concret. Les Britanniques ne vont pas devenir nos ennemis parce qu'ils ont décidé de quitter l'Union européenne. Donc moi, je pense absolument nécessaire d'avoir un vrai partenariat concret, stratégique, avec la Grande-Bretagne, même si elle ne sera plus dans l'Union européenne. Et un mot il faut y travailler à ce partenariat stratégique. Et un mot sur l'Italie, avec les problèmes financiers de l'Italie. En ce moment, les personnes manifestent dans la rue, justement. C'est vrai que la situation financière italienne est préoccupante, mais la situation financière de la France l'est encore plus. Aujourd'hui, le gouvernement d'Emmanuel Macron, il dépense plus d'argent public que le gouvernement de François Hollande il y a 1 an et demi. C'est quand même paradoxal. Pourquoi Quand on regarde aussi... Et François Hollande dépensait plus que Nicolas Sarkozy. Absolument, mais il y a une espèce d'augmentation déraisonnable de la dépense publique en France qui n'est jamais stoppée. Quand on regarde les chiffres, on voit qu'en termes de déficit, on est les pires en Europe, à l'exception des Roumains. C'est quand même pas glorieux. Et là aussi, pardon, mais Emmanuel Macron qui passe son temps à donner des leçons de vertu, c'est lui le plus beau, le plus compétent, le plus professionnel. Au total, il gère les finances publiques moins bien que François Hollande. C'est quand même pas terrible. Je vais vous faire écouter Marine Le Pen, qui était à votre place hier, et vous allez réagir à ce qu'elle a dit. On assiste à un véritable ensauvagement où la vie humaine n'a plus ne suscite plus aucun respect. C'est terrifiant de voir cela et il faut à un moment donné poser le constat. Nous allons faire au mois de novembre un colloque sur ce sujet parce que je crois qu'on est confronté là à une forme de terrorisme du quotidien. Voilà, Marine Le Pen qui va faire un colloque en novembre qui va s'appeler le colloque de l'ensauvagement. On a vu là, sur le terrain, par exemple, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, premier déplacement, c'est là où il y a eu le jeune de 13 ans tué dans la gare des gangs. Maintenant, on est dans une société de l'ensauvagement. En tout cas, ce que je voudrais, Christine Kelly, c'est qu'on ne soit pas dans le commentaire, mais qu'on soit dans l'action.
ça vaut pour le gouvernement, ça vaut aussi pour le Parlement. Madame Le Pen est parlementaire, je suis parlementaire. Moi, ce que je voudrais, je vous le dis à votre antenne, je voudrais que Christophe Castaner, le nouveau ministre de l'Intérieur, nous reçoive une délégation de députés, membres de l'Assemblée nationale, pour évoquer très concrètement toutes ces questions. Parce que nous, les Républicains... Vous l'aviez déjà demandé avant, je crois. Oui, on le faisait à l'époque de Manuel Valls ou de Bernard Cazeneuve, qui nous recevaient. D'ailleurs, on a fait parfois des textes en commun. Moi, je suis co-rapporteur. Gérard Collomb vous a reçu ? Texte sur le... pas du tout. On n'a pas eu de contact avec M. Collomb. Mais voilà. Donc, ce que je souhaiterais, pour être précis, c'est qu'on ait un vrai temps d'échange. Les Républicains, avec Éric Ciotti, avec Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, qui est toujours député européen extrêmement actif sur ces questions. Je trouve qu'on devrait avoir un vrai temps d'échange avec le gouvernement pour venir avec nos propositions. Je vous fais une proposition très concrète, par exemple. Moi, je pense que sans modifier la loi, il faudrait que des opérations conjointes intérieures, justice, soient conduites très vite pour procéder à des interpellations et à une sécurisation du territoire dans des zones comme par exemple la Porte de la Chapelle à Paris. Très concrètement, ce qui paraît nécessaire, c'est qu'on ait, mais très, très concrètement, je pense qu'il faudrait qu'on ait un déploiement de forces mobiles, CRS ou gendarmes mobiles, dans la durée, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, pour nettoyer, sécuriser cette zone. Ça, c'est une proposition très concrète que je fais. Hier. Bon, petite parenthèse. Vous savez, si on dit que l'eau bout à 100 degrés, l'eau bout à 100 degrés, en l'occurrence, qu'on soit de gauche, de droite ou d'ailleurs, je pense que le bon sens commande de faire cela. Et je regrette que Gérard Collomb, qui a très bien commenté tout cela lorsqu'il a quitté la place Beauvau, perron de la place Beauvau, face à face, côte à côte, il a dit des choses très fortes, mais c'est un peu dommage, il avait été ministre de l'Intérieur quand même, et je regrette qu'il n'ait pas fait ça. Il faut le faire maintenant, vite. Une dernière question, Guillaume Larrivé, par rapport à Emmanuel Macron. On en parlait au début de l'émission. Le chef de l'État va enfin, si je puis me permettre, s'exprimer ce soir 20h. Qu'est-ce que vous attendez concrètement du président de la République ce soir ? Vraiment, au risque de vous décevoir, j'en attends pas grand-chose, parce que je crois, c'est d'ailleurs un peu l'objet du petit livre que vous avez eu la gentillesse d'annoncer tout à l'heure, je pense qu'il est tellement enfermé dans sa bulle de certitude, je pense qu'il va se livrer ce soir à un exercice d'auto-satisfaction et d'auto-justification. Moi, ce que j'attendrais de lui dans l'idéal, c'est qu'il reconnaisse par exemple qu'il a fait une erreur de pilotage de la politique budgétaire. Je ne vais pas être trop long là-dessus, mais quand on regarde les chiffres, on constate qu'il a plutôt augmenté les impôts, notamment sur les impôts sur les retraités, les impôts sur l'essence. Il a plutôt, en réalité, réduit les facteurs de croissance économique. Moi, j'aimerais qu'il corrige cela. Mais je pense qu'il en est structurellement incapable. Le vrai remaniement, et je vais m'arrêter là, ça devrait être le remaniement d'Emmanuel par Macron ou le remaniement de Macron par Emmanuel. Et ça, je crois qu'il en est incapable parce qu'il se regarde dans le miroir. Il se trouve très réussi et je le crois parfaitement incapable de changer. Merci Guillaume Larrivé. Tout de suite, Punchline avec Laurence Ferrari. Effectivement, ma chère Christine, on va revenir sur l'allocution du président de la République. Elle est prévue pour 20h ce soir, une allocution enregistrée et diffusée dans les conditions du direct depuis l'Élysée. On reparlera aussi bien sûr du remaniement gouvernemental avec l'arrivée de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur, secondé par un professionnel, Laurent Nunez. On en débat ce soir. Et puis aussi la colère de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Tout ça, c'est dans Punchline dans un instant. À tout de suite. Merci beaucoup, ma chère Laurence. Alors, Guillaume Larrivé, ça vous surprend que ça soit enregistré ce soir ? Ça prouve que c'est d'une sincérité relativement, perfectible. Merci Guillaume Larrivé. Tout de suite, Punchline avec Laurence Ferrari. Nous, c'était en direct.